Hop, voilà, super. Et puis de vous raconter un petit peu ce que on a commencé à voir hier, c'est-à-dire le timing des repas. Est-ce qu'il y a un horaire pour manger ou pas? J'ai commencé à l'aborder un petit peu hier, mais on peut aller un petit peu plus dans le détail et puis attaquer une nouvelle semaine lundi. Donc, j'avais fini en fait sur est-ce que dans les performances sportives, le temps de prise alimentaire a son importance. Voilà, j'avais fini par cette question-là. Et donc, je vous ferai une vidéo spécifique sur l'entraînement à jeun, parce que c'est aussi une question qui avait été relevée, mais je pense qu'il faut faire une vidéo complète là-dessus. Mais en deux mots, donc même si on manque sérieusement de données scientifiques à ce niveau-là, on a quelques études à notre disposition, même si ce n'est pas des milliers. Donc, du fait qu'on n'en ait pas des milliers, on ne peut pas avoir un consensus. Donc, aller jusqu'au plus haut taux d'expertise de la science. La seule chose, en fait, qu'on puisse dire, c'est que le jeûne intermittent peut poser problème si vous souhaitez prendre de la masse musculaire ou bien que vous avez plusieurs entraînements sportifs par jour. Voilà, dans le cadre du sport, c'est le seul souci qu'il y a. En fait, il y a quelques travaux qui, enfin, quand on les étudie, quand on les lit, ça montre que la synthèse protéique, vous savez, quand je vous parle de reconstruction musculaire après l'effort, ça s'appelle, en science, ça s'appelle la synthèse protéique, en fait. D'accord? Eh bien, elle n'est pas optimale quand on s'entraîne à jeun pour les sports de force, les sports de musculation ou bien les sports similaires. C'est-à-dire que en fait, la répartition des protéines sur la journée, elle donne de meilleurs résultats si, si elle est prise vraiment le matin, le midi, le soir, voire en prise avant et après l'activité physique, etc. Dans les sports où on veut prendre du volume, où on veut prendre de la masse, ou alors, par exemple, si on ne parle pas de sport, mais si on parle des gens qui sont très très minces et chez qui on a besoin de reconstruire complètement le corps pour leur faire prendre du poids. D'accord? Donc, si jamais vous avez des sportifs qui souhaitent avoir une fenêtre d'alimentation assez réduite, il faut vraiment leur expliquer qu'ils doivent s'entraîner pendant la phase où ils ont un apport en protéines, un apport alimentaire et bien se nourrir de façon avec une richesse en protéines et l'idéal protéines de nutrition cellulaire, c'est-à-dire à assimilation rapide, avant et après l'effort. Et c'est la même chose pour ceux qui s'entraînent en fait plusieurs fois par jour. Alors je peux citer mon mari comme exemple, mais je préfère me baser sur les études qui ont été faites sur des sportifs de haut niveau, notamment au niveau de la NBA ou aux États-Unis. Il y a des études qui ont été faites par rapport à leur récupération. Eh bien, leur récupération physique est d'autant plus facile quand ils ont une fenêtre d'alimentation suffisamment large pour en fait encadrer complètement leurs entraînements. Parce que c'est des gens qui ont jusqu'à 6-8 heures d'entraînement par jour, parfois 4 heures, mais des fois c'est très large. Et après, bon, bah, c'est comme tout en fait, hein. Ça dépend aussi de notre niveau sportif, parce qu'il est toujours plus facile de prendre du muscle dans tous les cas quand on est un débutant, indépendamment du timing des repas, d'accord? Et même quand on s'entraîne à jeun. Mais c'est plus facile que lorsqu'on est un athlète de haut niveau qui s'entraîne déjà plusieurs heures par jour et qui a besoin de manger entre 4000, 5000, 6000 calories par jour. C'est plus facile de répartir ses repas tout au long d'une journée quand on a beaucoup de calories à consommer et que de pouvoir tout avaler en un seul coup. Et donc, voilà, c'est plus facile en tout cas de gérer par rapport à la sensation de faim. Un autre aspect à prendre en compte, c'est la santé. Je vous ai expliqué que beaucoup prônaient le jeûne intermittent par rapport à la santé. Et
c'est vraiment moi mon cheval de bataille, on va dire. C'est mon truc à moi. Est-ce que quand on applique le TRF, ce que je disais hier, le Timing Restricting Feeding, eh bien, on améliore sa santé. Donc, il y a des sujets, il y a des études, parce que c'est un sujet d'études très, très récent, qui a seulement commencé à émerger là depuis quelques années, entre 5 et 6 ans. Donc, c'est pas encore, on n'a pas énormément de recul avec. Donc, il y a des pistes qui sont très prometteuses. Je pense notamment à l'étude sur la réduction des risques de cancer du sein, mais je pense aussi à quelques études qui ont montré enfin, c'est vraiment là où le point, enfin, les études où on a le plus d'effets positifs et le plus de données, c'est sur le risque de diabète. Donc, alors si je vous explique un petit peu ce que c'est le diabète. Pour résumer, la sensibilité à l'insuline est meilleure en première partie de la journée qu'en fin de journée. Et le même plat avec exactement le même taux de glucides le matin provoquera en fait une montée de glucose dans le sang le soir, alors qu'au petit déjeuner ou encore au repas du petit déjeuner, moins. Et on va voir aussi une amélioration en fait sur la glycémie à jeun quand on réduit la fenêtre d'alimentation à 12 heures maximum. Donc la conclusion pratique ici qu'on pourrait tirer, c'est assez simple, c'est que si vous êtes prédiabétique ou diabétique de type 2, ou bien si vous avez du surpoids essentiellement au niveau abdominal, hein, qui est un facteur de risque absolument accru pour le diabète, eh bien vous avez absolument tout à gagner à manger au maximum vos apports caloriques sur une fenêtre de 12 heures et notamment dans la première partie de la journée. Donc, appliquer un jeûne intermittent, non pas avec une suppression du petit déjeuner, mais plutôt avec un allègement ou une suppression du dîner. Vous voyez et toujours penser que le petit déjeuner et le déjeuner doivent être plus riches en protéines, en fait. On va retrouver un adage que je dis parfois, mais qu'on entend assez souvent, en tout cas dans la bouche des nutritionnistes et des diététiciens, c'est petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un mendiant. Voilà. C'est en fait ce qu'il faut surtout essayer, c'est d'avoir une fenêtre d'alimentation de 12 heures maximum. Donc, je rappelle, ça veut dire que votre première bouchée de la journée, si par exemple on la prend au petit déjeuner à 8 heures, la dernière du dîner va devoir être à 20 heures. D'accord? C'est applicable chez les gens qui travaillent la nuit. Par exemple, j'ai des personnes qui sont infirmiers de nuit ou qui travaillent dans des entreprises la nuit. Je pense notamment peut-être Pascal qui est voilà, dans les avions, on a des horaires où on travaille la nuit. Hein. Donc, c'est juste appliquer cette fenêtre de 12 heures à la période d'alimentation, qu'elle soit nocturne ou diurne. D'accord? Après, pour tout le monde, en général, donc on va faire une généralité, il semble que respecter cette fenêtre, je vais mettre des il semble, d'accord? Parce qu'on n'a pas assez de recul en nombre d'années sur les études. Il semble qu'avoir une fenêtre de 12 heures, ce soit positif pour la santé à long terme. Donc, je vais dire là, sans passer dans ce qu'on appelle, ce que certains appellent le jeûne intermittent, avec une fenêtre très réduite de 6 heures, par exemple, par jour d'alimentation. Donc, il y a juste prendre sa journée et la découper et regarder comment on peut la faire au mieux en prise alimentaire. Il y a une grosse exception que je dois absolument préciser ici pour la prise alimentaire tardive, donc plus tard le soir, c'est si vous vous entraînez en activité physique intense le soir. Je pense notamment aux sportifs de haut niveau, qui forcément vont, avec leur activité physique du soir, entraîner une faim, d'accord? Et surtout,
la nécessité de nourrir la fibre musculaire. D'accord? En plus, il faut savoir que l'activité physique, ça entraîne une forte sensibilité à l'insuline. Donc, comme la récupération est très importante et se fait par l'apport de sucre au muscle, je vous ai expliqué, hein, on va puiser dans le foie va puiser dans les graisses de réserve, les transformer en glycogène et les emmener au muscle pour la réparation et va en même temps amener la protéine et faire cette synthèse protéinique. D'accord? Donc, il faut tout de même manger après l'entraînement physique en essayant bien sûr de le faire le moins tard possible, ou je veux dire plutôt le plus tôt possible si on veut être positif, tout en gardant cette fenêtre de 12 heures. Donc peut-être que le lendemain, le petit déjeuner, si l'entraînement n'est pas trop tôt, le faire un peu plus tard. Voilà, d'accord? Ça peut être le cas aussi quand on est invité. Brigitte nous en parlait hier. Et donc, on en revient à sa question de si on a dîné chez des amis ou bien, je pense notamment quand on fait des réveillons au moment de Noël, etc. Et il y a encore d'autres exceptions aussi, hein, mais voilà, par rapport à si on a dîné très tardivement ou plus lourdement le soir, eh bien, on ne doit pas s'obliger à prendre un petit déjeuner le lendemain au lever. D'accord? Si on peut rester dans cette fenêtre des 12 heures, donc je vais dire rester pragmatique, eh ben, euh, il faut garder cette logique et, et être en jeûne jusqu'à plus tardivement. Par contre, il faudra faire attention à la première nutrition qu'on mettra dans son corps le lendemain. Donc maintenant, si on résume pour tout le monde, réduire sa fenêtre alimentaire à 12 ou 13 heures maximum par jour. Pour les diabétiques, les prédiabétiques et toutes les personnes avec des problèmes métaboliques, je vais généraliser un petit peu, tâchez d'être vraiment très strict sur ce principe, sachant qu'il semble aussi très, très bénéfique de ne pas manger la majorité de nos apports caloriques. Donc, la question de prendre un petit déjeuner ou non et de réduire votre fenêtre alimentaire, c'est vraiment une histoire de préférence personnelle, sachant qu'il ne faut pas vous forcer à manger et vous n'avez jamais, mais jamais eu faim le matin, mais ne pas non plus se forcer à éliminer le petit déjeuner. D'accord? Donc, quand on n'a pas de prise alimentaire habituelle parce que l'on n'a pas faim le matin, on ne s'oblige pas à le prendre. Mais si, si on élimine le petit déjeuner, mais que ça pousse à une forte restriction cognitive ou à une espèce de rigueur, de réglementation cérébrale permanente, une espèce de sensation de faim qui nous titille toute la matinée, on ne supprime surtout pas le petit déjeuner. D'accord? Voilà, peut-être ça paraît logique parce que vous m'entendez parler depuis longtemps, mais pour quelqu'un qui arrive là et à qui on dit bah, tu vas faire le jeûne intermittent, tu vas supprimer ton petit déjeuner, qui rentre là-dedans avec des difficultés, on va faire pire que mieux. D'accord? Donc ensuite, dans les critères qui peuvent pousser à prendre un petit déjeuner, eh bien, il y a le fait de vous entraîner physiquement le matin, le fait de vouloir prendre du poids ou de la masse musculaire parce qu'il est plus simple de manger plus de calories quand on les répartit sur 6 repas, d'accord, que sur 3 ou sur 2, et qu'il est plus efficace de répartir les protéines prises tout au long de la journée et notamment l'apport matinal. On parlera, je ferai un sujet vraiment très précis sur les protéines, d'accord? Pour bien vous expliquer le fonctionnement et pourquoi c'est important au petit déjeuner. Après, il y a peut-être un dernier critère en faveur d'une répartition sur une fenêtre de prise plus large, donc par exemple 12 heures par jour plutôt que 6 ou 8, comme certains le préconisent dans le jeûne intermittent, c'est si vous vous entraînez dès plusieurs fois par jour ou tous les jours, ou alors que vous avez un métier de force.
un métier de force en continu. Je pense, alors dans mes clients, j'ai des personnes qui sont, on n'appelle pas ça bûcheron, mais ils s'occupent du bois, c'est-à-dire ils vont s'occuper de tronçonner les arbres, vraiment, c'est vraiment un métier de force impressionnant. Mais il y a aussi des métiers de force qui ne sont pas forcément aussi visibles que ça, mais les gens qui travaillent sur les routes sont des métiers de force. Les gens qui travaillent dans le bâtiment, c'est des métiers de force parce que c'est en continu qu'ils sollicitent leurs muscles, exactement comme un sportif de haut niveau. Il faut vraiment avoir cette image de travail. Je pense à ton fils Pascal qui travaille en tant que charpentier et qui donc a un métier où il va devoir faire des mouvements très physiques, même s'ils ne portent plus les troncs d'arbres sur les épaules et qu'ils ont maintenant des grues mais c'est quand même un travail de force comme si on tirait des machines à la musculation. Donc il faut toujours l'avoir à l'esprit en fait quand on guide les gens ou quand on parle avec les gens de quelle est vraiment leur pratique physique au quotidien. On ne va pas parler de la même façon à quelqu'un qui est derrière un ordinateur ou qui piétine toute la journée dans des métiers, je pense des métiers de la bouche, ou bien des coiffeurs ou des choses comme ça, que quelqu'un qui fait un travail physique au quotidien. D'accord? Parce que ces personnes-là, il faut absolument maintenir suffisamment d'apports caloriques sur toute la journée et protéiniques, parce qu'il faut absolument avoir une phase de récupération musculaire. D'accord? C'est très important. Et surtout, je vais dire, optimiser l'action de ces séances de sport ou d'entraînement parfois forcées. D'accord? Parce qu'ils doivent les enchaîner. C'est toute la journée. D'accord? Donc, c'est vraiment comme des gens qui font de l'entraînement de haut niveau. Après, on peut aussi prendre en compte d'autres critères. Par exemple, votre rythme de vie. Il y a certaines personnes, hein, je vais me citer comme exemple, mais moi, j'aime bien prendre le temps le matin. Et il y a des personnes chez qui prendre le temps d'un petit déjeuner en famille, ça fait partie d'un rituel important. Et il y a des personnes chez qui le petit déjeuner, ça ne fait pas du tout partie de leur rituel. Voilà. Mais en tout cas, moi, à mes yeux, aujourd'hui, c'est un rituel qui est important. Mais chacun son rituel. On ne peut pas prendre en compte ici. Je ne peux pas faire des généralités pour tout le monde, sachant qu'on a tous notre environnement de vie qui entre en jeu dans notre rythme alimentaire. D'accord? Et si vous éliminez votre petit déjeuner pour des mauvaises raisons, ça c'est aussi un critère sur lequel je suis, allez, je vais dire intransigeant. Parce que si quelqu'un me dit ah non mais moi le petit déjeuner le matin j'ai pas le temps, hein, je suis en stress, déjà qu'il faut que je cours partout, voilà. À ce moment-là, il faut d'abord régler votre problème de stress ou de gestion du temps et vérifier qu'on peut prendre le petit déjeuner ou pas. D'accord? Ce ne sont pas des bonnes raisons. Si on veut zapper le petit déjeuner parce qu'on n'a pas le temps, ce n'est pas une bonne raison. Parce que ça va entraîner des fringales dans la matinée et ça va entraîner une addiction à une mauvaise alimentation. D'accord? Donc ça, ce n'est pas un bon repère. Alors maintenant, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'il faut regarder d'autre? Il faut regarder comment vous réagissez. Alors, moi, j'aime bien prendre l'exemple, demander aux gens pendant leurs vacances ou bien alors pendant leur congé, leur jour de congé. Est-ce que, par exemple, quand ils sont en week-end chez eux, donc quand vous êtes en repos chez vous et que vous pouvez prendre du temps, donc on peut se servir du confinement, c'est une très bonne alternative puisque les gens avaient plus de temps. Alors, est-ce que leurs envies de repas dans ces moments-là et les sensations de faim sont réparties entre le petit déjeuner, le dîner? Vous voyez, ça peut nous servir de base pour pouvoir travailler. Parce que si, même quand on n'est pas stressé, qu'on a le temps, on ne prend pas de petit déjeuner parce qu'on prend plus de plaisir à prendre le repas du midi, à ce moment-là, ce n'est pas un critère du fait d'ajouter ce petit déjeuner par obligation. D'accord? Voilà. Toujours travailler plutôt sur la fenêtre ou ce qui définit comme
que les gens définissent tout au long de la fenêtre, enfin de leur journée, en fait, leur fenêtre alimentaire par rapport à leur rythme de journée. Après, ce que j'aimerais bien aborder dans ce sujet de timing des repas, c'est est-ce qu'il y a un choix entre le fait de prendre 2 repas, 3 repas, 4 repas, 5 repas, 6 repas. D'accord? Il n'y a pas de fait particulier. Que ce soit 3, 4, 5 repas, c'est un critère qui n'est pas important. Il faut vraiment regarder l'appétit par rapport aux quantités qui sont consommées pendant ces repas. Donc, encore une fois, plus les besoins sont importants en niveau calorique, alors je vous parlais des sportifs qui prenaient 4-5 000 calories, il sera plus aisé de partir sur plus de repas avec des collations, par exemple, sur 5 ou 6 repas plutôt que sur 2. Mais on va être honnête, entre 2 et 6 repas par jour, collations comprises, hein. Quand je dis repas, je parle des collations hein, aussi, hein, d'accord? Eh bien, la moyenne de 99% de la population qui répondent à ces questions, c'est toujours 4 repas par jour. Donc, la moyenne des gens, c'est 4 repas par jour. Donc, il faut rester bien sûr plutôt sur 3 à 4 repas quand on est dans le cadre d'une perte de poids, parce qu'on va limiter l'apport calorique, et plutôt partir sur des 4 à 6 repas si on est en prise de poids ou prise de masse musculaire. D'accord? Pour maximiser l'apport calorique. En lien, bien sûr, toujours avec les entraînements et donc l'activité physique. Quand je disais prendre avant et après l'activité physique. Par contre, le point le plus important sur lequel je vais peut-être insister et être un peu lourde, c'est que quel que soit votre choix, c'est qu'une fois que vous avez déterminé votre nombre de repas au quotidien, il faut vraiment tout faire pour garder cette structure-là jour après jour et surtout les horaires. Même si évidemment, certaines collations vont pouvoir être peut-être évitées certains jours, parce qu'on est dans le feu de l'action, on n'arrête pas et puis on n'a pas le temps. Ou alors on les supprime les jours où il n'y a pas d'entraînement, par exemple, ou on les prend les jours où il y a des entraînements, ou d'activité physique. Donc, je pense notamment au métier de force, ou inversement, c'est-à-dire les jours où on est vraiment en intense demande physique, on va se forcer à prendre une collation pour récupérer. Parce que sinon, après, on a un trop plein de fatigue, le sommeil n'est pas bon, et le lendemain, on va prendre du poids. D'accord? Par contre, le point le plus important, donc je crois que c'est celui-là, le plus important pour moi, c'est celui-là. C'est vraiment, quand vous avez déterminé votre nombre de repas et les heures, de maintenir cette constance, en fait, cette structure jour après jour. Voilà, je crois que c'est vraiment ce qui est le plus important à sortir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous rappelez le graphique qu'on a vu hier, parce que je vous ai montré hier sur la France et les États-Unis, avoir des repas bien structurés à des heures plus fixes, c'est beaucoup plus efficace pour lutter contre le surpoids et l'obésité, parce qu'avec les grignotages en fait et le fait de je repense un peu à ce que je vous expliquais avec la dopamine, les chemins qu'on se crée en fait, si vous voulez. Quand on met notre organisme dans une habitude, donc il s'habitue en fait à avoir un certain nombre de repas et de ce fait, on va alors créer des chemins vers la récompense et donc le cerveau va anticiper et réclamer si on est sur 6 repas, même si on n'a pas faim, même si on n'a pas fait de dépenses physiques, il va nous dire hey, à cette heure-là, d'habitude, tu as un truc dans l'estomac. D'accord? On va créer des réactions de chemin par cette dopamine vers la récompense et on va mettre notre horloge biologique sur des espèces de signaux de repas, des horaires de repas, s'auto-régler encore une fois par rapport à ça. Donc ça, c'est tout un travail de coaching quotidien, d'auto-coaching quotidien.
le fait d'avoir tantôt 4 repas, tantôt 3 repas, tantôt 5, par rapport à des entraînements, par rapport à des choses comme ça permet de se dire, non mais aujourd'hui, je n'ai pas fait d'activité physique. Donc, je n'ai pas à avoir la collation avant ni à la collation après. Vous voyez? Quand vraiment on fait un travail qui n'est pas une habitude, mais qui casse et qui crée d'autres chemins de récompense, eh bien, on s'auto-règle en fait. Et, et voilà. Donc voilà, donc éliminer ou non le petit déjeuner. Rappelez-vous ce que je disais peut-être à la première vidéo qu'on a fait ensemble. Euh, on pourra toujours trouver des centaines de témoignages positifs pour toutes les méthodes et le jeûne intermittent bénéficie à fond du biais du survivant, c'est-à-dire du fait que vous allez trouver essentiellement des témoignages de personnes chez qui ça a super bien fonctionné, mais aucun de ceux chez qui ça n'a pas changé grand-chose ou chez qui ça a même peut-être eu des effets négatifs. Donc, il faut avoir conscience que quand on supprime le petit déjeuner et qu'on fait un jeûne intermittent alors qu'on prenait un petit déjeuner, on réduit sa fenêtre calorique. Donc, ça a des effets à court terme. En général, c'est une phase de perte de poids de 4 à 6 mois. Mais au-delà, eh bien, comme on fait une fonte musculaire, on n'aura pas le témoignage des personnes au-delà de 6 mois parce qu'il va y avoir la phase plateau, il va y avoir la phase blocage et le gras restera parce qu'on n'aura pas cette création de tissu musculaire. D'accord? Donc, toujours travailler sur un équilibre complet. Voilà, on l'a dit hier, on le redit aujourd'hui, ça a plus de chances de fonctionner chez les personnes qui n'ont absolument pas faim le matin et qui devraient littéralement se forcer à manger, mais sinon, non. Voilà, forcer pour avoir un petit déjeuner chez les personnes qui aiment bien aussi prendre un dîner lourd le soir et rester à jeun le matin. Il ne faut pas forcer. C'est ce que je disais hier, il ne faut pas forcer. Après, il y a des gens chez qui ça peut fonctionner quand ils sont dans le cadre d'une perte de poids. C'est cette catégorie de personnes qui aiment bien avoir un cadre, vous savez, qui ne savent pas s'autogérer, qui aiment bien se sentir rassurés, de devoir manger uniquement à certaines heures, par exemple à midi, à 16 heures, à 20 heures. En fait, chez les personnes qui veulent perdre du poids, je parle, mais qui ont beaucoup de mal à se mettre en déficit calorique avec une fenêtre d'alimentation sur 12 heures. Donc, le fait de leur mettre un cadre, ça fonctionne aussi très bien. Dernier point, peut-être avant de vous quitter, parce que peut-être on a dépassé aussi le temps, mais quelle que soit la fenêtre d'alimentation que vous choisissez, que ce soit 12 heures comme je vous le conseille, ou bien 10 heures, voire peut-être légèrement moins pour ceux qui concentrent vraiment un peu plus leur prise alimentaire sur peut-être 8 heures, toutes les calories comptent. Et là, je vais faire un petit clin d'œil peut-être à un membre de ma famille qui me dit, ouais, moi je fais le jeûne intermittent. Le matin, juste un café, ça me suffit. Et quand tu le regardes prendre son café le matin, donc déjà, bon, pour ceux qui savent, le café, c'est une toxine, mais c'est prôné dans certaines personnes qui prennent le jeûne intermittent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le café, il met 2 sucres, voire 3. Donc, prendre un café avec du sucre, c'est avoir un apport calorique. D'accord? Donc, toutes les calories comptent quand on veut perdre du poids. Ou bien mettre une cuillère d'huile de coco pour éviter d'avoir une perte de mémoire ou des choses comme ça. C'est de la calorie, d'accord? Dans le café. Donc, ça compte. Et c'est pareil, boire un verre de vin le soir, un verre d'alcool après le dîner, ça compte aussi, d'accord, dans la fenêtre des 12 heures d'apport alimentaire. Voilà, bon, ça c'est des anecdotes par rapport à mes suivis et des petites choses que, voilà. Donc j'aurais pu vous imposer de suivre une règle stricte dans le cadre alimentaire, mais qui pour moi
en tout cas par expérience, n'aurait pas correspondu à la moitié des personnes qui m'écoutent. C'est pour ça que je préfère vous exposer toutes les données scientifiques, tous les critères que je puisse connaître, pour que vous puissiez agir chacun de façon individuelle par rapport à ce qui vous correspond. Et puis, ce que j'aimerais en fait, c'est pour les gens qui vont regarder la vidéo en replay, juste par curiosité, d'accord, c'est ma curiosité scientifique qui me pousse à ça, c'est vous demander de me mettre en commentaire pour avoir une idée de la répartition des personnes en fait qui m'écoutent, de ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez déjà mis en place. Donc, est-ce que vous prenez le petit déjeuner ou pas? Est-ce que vous avez une fenêtre alimentaire de 12 heures ou de 8 ou de moins? Et encore une fois, quel est votre taux d'entraînement sur la journée par rapport à ça? D'accord? J'ai besoin d'avoir des données larges. Voilà. Et puis, peut-être me dire un petit mot sur votre, est-ce que ça se dit, un niveau d'adhérence à mes explications? En tout cas, ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça vous est utile? Est-ce que ça vous aide dans votre façon de vous gérer? Voilà. Ah, j'avais cru apercevoir Brigitte tout à l'heure, elle est repartie. Sa connexion ne doit pas être très bonne. Alors, dites-moi tout. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Moi, j'ai un petit peu de difficulté à faire la différence entre une collation, un repas et un grignotage parce que, en fait, tu dis euh, on peut faire 5 voire 6 repas par jour, mais quand on prend un fruit, quand on prend une barre protéinée, quand on prend un shake, quand on prend… ça s'apparente à du grignotage, selon moi. Alors, si ce n'est pas pris à heure fixe, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Voilà. Si maintenant tu as réglé ta journée avec j'ai mon petit déjeuner le matin, je fais mon activité physique, derrière je prends une collation ou un chèque de récupération, ça s'apparente à une collation. Oui. D'accord? De récupération. Après, j'ai mon repas du midi. Et puis, dans l'après-midi, en général, dans la fenêtre des 3h, 3h30 après le repas, on peut reprendre une collation. Alors, moi, j'ai tendance à prendre mon dîner. Mais ouais, c'est ça. voilà. Et parce que ça dépend en fait du besoin calorique de chacun. Et puis après, il y a le repas du soir. Sachant qu'une collation, c'est toujours fibreux, hydratant et protéiné. Ouais. D'accord? D'accord. D'accord. Tu manges juste une pomme pour manger une pomme, c'est du grignotage. C'est ça. Oui, ouais, d'accord. Il n'y a pas de travail cellulaire et musculaire derrière, il n'y a pas de reconstruction physique. Ok, c'est plus clair. D'accord. Bon, Ok, ok. super. Voilà. Et quand on prend un carré de chocolat à 22 heures avec la tisane, c'est du grignotage. Voilà, c'est ça. Moi, je suis adepte à ça, donc tout va mal. Moi, le chocolat, maintenant, il est à un moment de 4 heures, en fait, au moment du goûter l'après-midi. Ouais, ouais. Mais alors, toi, tu fais, au moment du goûter, tu fais ton dîner, si j'ai bien compris. Ça dépend des jours. Regarde, aujourd'hui, là, je suis partie jusqu'à 15 heures, hein, jusqu'à même peut-être 16 heures. Donc, je ne vais pas avoir de repas. D'accord. Donc, quand je vais rentrer, et bien, donc à 16h, 16h15, je vais manger. Mon repas de midi, si tu veux. Oui. C'est particulier. Sinon, en Oui. général, je prends mon repas de midi, il est 2 heures, je le prends après l'intronutrition. Oui. Oui. Et donc, si j'ai faim avant 17h30, 18h, je vais me prendre une collation. Oui. Si je vais marcher à la plage, si je fais une activité physique, je vais me prendre un goûter en récupération et je vais dîner après, plutôt vers 17h30, 18h. OK? Ok. Donc, si je mange
14 heures et que je fais que du bureau, du travail d'ordinateur, des papiers, des choses comme ça, je prendrai toujours mon dîner vers 17h30, 18h, mais je n'aurai pas de faim dans l'après-midi, je n'aurai pas l'envie de grignoter. D'accord? Par contre, je bois beaucoup. Voilà, c'est bien. Mais le matin, tu dois faire une belle collation quand même. Parce que tu te lèves très tôt. Alors, j'ai un bon petit déjeuner. Je prends toujours beaucoup de fruits, des grosses salades de fruits. Mon petit déjeuner, tiens, c'est vrai que j'ai partagé mon petit déjeuner ce matin, mais c'était une mousse au chocolat. Et puis, j'ai 1 litre d'eau et d'aloe et j'ai 1 litre de boisson au plant, de thermos. D'accord? Et après, après le sport, j'ai fait un Red French avec, j'ai pris un Red Bull French dans lequel j'ai mis 3 dates et j'ai pris et du ice coffee et j'ai pris un peu de ce matin. Et puis je me fais je fais toujours avec mon rébus, je fais toujours un grand 1 litre comme ça de boisson aux plantes chaud avec un thermocomplexé. Et Elle est bien foncée. Elle est bien foncée ta boisson aussi. Montre voir. Ah, ça va. Non, ça va encore. Oui, ok. Et le Rebulstren, sur la boîte, on dit qu'il faut 5 doses. Mais ça me paraît énorme, 5 doses. Oui, parce que c'est par rapport à 70 kg de poids. D'accord. Donc ça, moi, je mets 3 cuillères doseuses plus une ice coffee. D'accord. Après, quand on fait des entraînements, des trails, des choses comme ça le week-end, je gonfle plus la prise dans les récup. Voilà. Okay. Ça dépend ce qu'on fait comme intensité. Si je pars en montagne faire enfin, on marche pendant 5-6 heures, voilà, je mets plus. Pas forcer la dose. Voilà. D'accord. Christine, l'idée reçue que l'estomac, c'est une poche qui s'agrandit ou qui se rétrécit. Donc, je pense que faire 5 repas dans la journée, c'est certainement plus efficace que de faire 2 gros repas où tu vas alléger tu vas surcharger ton estomac. Tout à fait. Tout dépend de la quantité qu'on consomme à chaque fois. D'accord, oui. Oui. Parce que après, c'est vraiment faire au cas par cas. Parce que tu as des personnes qui sont en perte de poids qui vont faire que 3 repas par jour ou 4 repas par jour. Une assiette. Je l'avais hier soir. Ah non. Alors que tu as des personnes qui vont avoir 6 repas, mais ce sera vraiment presque rien. Toujours vérifier que sur chaque repas, tu as l'apport en protéines, en fibres et en hydratation. Hein. D'accord? Ok. Voilà. Parce qu'après, si tu te retrouves avec 6 repas gargantuesques, ça ne marche pas non plus. Hein. D'accord. Oui, donc il faut bien vérifier les portions. Ok. Voilà. On n'a pas les mêmes yeux face à nos assiettes. Ça, moi, j'aime bien dire, montre-moi combien tu manges, ce que tu manges. Okay. J'aime bien les photos. Ça aide bien. Bon, les filles. Merci. À tout à l'heure.